Merci d'être si nombreux. Mais je me suis laissé dire qu'un jour comme aujourd'hui, où il y avait beaucoup de vent, était censé être un mauvais jour à Saint-Raphaël. Quand on vient de Paris, on n'a pas du tout de cette vision. Donc, nous sommes ensemble et vous avez déjà entendu parler dans les rencontres précédentes d'éducation. Alors vraiment, formons-nous, hein, franchement. Mais à partir de quel âge c'est avec Yves Agide et Hanan Ochi que nous allons en parler. Je les présenterai plus avant, très vite. Alors, on n'a qu'une demi-heure. Maintenant, c'est plus que 27 minutes. Pour un sujet qui, on pourrait prendre des mots, hein, évidemment, sachant que l'éducation, c'est notre base. Enfin, on l'espère encore. Pour commencer, j'ai demandé à Yves Agide de nous parler d'intelligence humaine. Hein, voilà, la vôtre, la mienne, ce qui nous en reste. Yves... Monsieur formidable, il nous a entretenus au repas, on était toutes très contentes de l'écouter. Il est professeur émérite de neurologie et de biologie, il n'aime pas du tout le mot émérite, je suppose. Cellulaire, hein, biologie cellulaire à Sorbonne Université, et il a fondé un institut maintenant très connu, qui est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Je ne sais pas pourquoi on la laisse tomber tout le temps, la moelle épinière, à la Pitié-Salpêtrière. Alors, ma première question, c'est faut-il dire l'intelligence ou les intelligences quand on parle de nous? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Évidemment, allez Yves, mais évidemment en 5 minutes. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que l'intelligence? Alors, c'est vrai que de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, on a entendu parler d'âme, d'esprit, d'être humain, etc. Et il y avait en toile de fond quelque chose dont je n'ai jamais pratiquement entendu parler. Une fois ou deux, le mot a été prononcé. C'est évidemment l'organe qui nous permet d'être intelligent. C'est quoi? Hein? Le cerveau. À quoi ça sert un cerveau? Ça sert à penser et à avoir des émotions. Bon. Alors le cerveau, qu'est-ce que c'est finalement? C'est, un peu moins de 3 livres, c'est 200 milliards de cellules nerveuses, sachant que chacun des neurones, par exemple, a des dizaines de milliers de connexions avec les voisins, et que dans le cerveau, par exemple, de Madame Bréchignac en particulier, qui est là, eh bien, il se passe en 1 seconde 100 millions de milliards de signaux par seconde, surtout chez elle. Donc voilà ce que c'est que le cerveau. Et c'est intéressant parce que j'ai entendu ici souvent l'être humain. Les philosophes ne parlent jamais du cerveau, on parle du corps. J'ai même entendu parler d'un intestin qui, soi-disant, serait un deuxième cerveau. Enfin, arrêtez ces stupidités. Les intestins ne pensent pas. Les intestins ont une autre fonction, vous connaissez très bien, qui est indispensable à la vie humaine, mais enfin, ça ne pense pas. Quoi qu'il en soit, le cerveau, il est là, dans notre crâne, et c'est lui qui pense, c'est lui qui a des émotions. Et le corps, lui, ne pense pas. Le corps, il amène de l'environnement. Par exemple, vous, je sens que vous me regardez, vous m'écoutez, j'espère. Donc ça rentre dans mon cerveau. J'ai des informations qui arrivent là par mes 5 sens, la vue, l'audition, etc. C'est les 5 sens. Et puis mon cerveau traite ces informations. Et puis finalement, il va agir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je fais en ce moment. Par exemple, avec ma main, je bouge. Avec mes lèvres et ma langue, etc., j'articule pour dire des pensées. Et donc, le cerveau, c'est une machine qui pense et qui a des émotions et qui contrôle l'ensemble du corps, dont il reçoit des informations à partir de l'environnement et il agit sur l'environnement
par du mouvement, l'élocution, les gestes, le comportement général. Autrement dit, le corps ne pense pas, et la seule chose qui compte, c'est le cerveau. Je ne le dis pas parce que je travaille sur le cerveau, je le dis parce que je le pense. Je suis mon cerveau c'est moi. Vous êtes votre cerveau et vous êtes votre cerveau. Yves, vous avez quand même utilisé le mot de machine à un moment. Alors oui. C'est une facilité de langage. Oui, mais la machine, oui, le cerveau est une machine, simplement elle est vivante et pensante. Et là c'est le cerveau machine, cette machine, elle a quelque chose de commun avec un ordinateur ou les instruments digitaux que vous utilisez. Ce sont tous les deux des machines, en effet. Pourquoi c'est des machines? Parce que, comme je le disais, une machine, comme l'a dit le général qui était ici, il y a des informations qui rentrent pour faire la mayonnaise, et puis finalement, vous faites la mayonnaise. Il y a quelque chose qui rentre, il y a un traitement des informations, etc. Le cerveau, c'est pareil. Je reçois des informations, elles sont traitées et je redonne. Ça, c'est exactement comme une machine. La seule différence, et il y en a, c'est que la machine du cerveau, machine est vivante, elle est biologique, alors que l'ordinateur, lui, il est inerte, il ne bouge pas. Donc, et là, quand même, il y a plusieurs niveaux. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question sur les intelligences, mais dans cette intelligence, les ingrédients à l'intérieur, il nous faut de la mémoire. Il nous faut du traitement rapide, il nous faut plein d'ingrédients comme ça. Oui, mais ça, c'est les fonctions du cerveau. Comme l'intelligence artificielle a des fonctions. Mais qu'est-ce qui différencie à la base? Un ordinateur, c'est fixe, d'accord? Ça n'est pas malléable. C'est fragile. Si ça se casse, on ne peut pas le réparer. C'est des circuits qui sont linéaires. Un code qui est binaire, 1, 2, 1, 2. Bon, c'est donc une machine qui est inerte et qui est automatique. Vous lui donnez des ordres et c'est automatique. Up to a certain extent, peut-être. Ça, c'est une question que je voudrais poser aux spécialistes d'intelligence artificielle, mais c'est un peu plus subtil. Le cerveau, c'est exactement l'inverse. C'est une machine, c'est vrai, mais elle est malléable. Comme je le disais, en une seconde, là, vous avez des dizaines de millions de connexions qui se font et se défont dans le cerveau. Ça bouge tout le temps. Le cerveau bouge. Donc, le cerveau n'est pas fixe. Il n'est pas automatique. C'est une machine qui est biologique, qui se modifie. Et d'ailleurs, les neurones, si vous voulez, ils vont répondre de manière statistique. Ils ne disent pas oui, non. Ils répondent peut-être. Ils vont choisir. Quand un neurone reçoit des centaines de milliers d'informations, et finalement, il va répondre de manière statistique. Et quand vous avez un ensemble de neurones, c'est tous les neurones, c'est un peu comme la démocratie, en fait. Vous avez l'ensemble des neurones, ils vont donner une réponse finale, par exemple, la réponse à une question, qui sera une réponse statistique, probabiliste. Voilà, ça, c'est le début. Alors, ça, c'est la différence, c'est la différence, disons, de nature entre le cerveau machine et le cerveau intelligent artificiel. Yves, je vous interromps, oui. Et on y reviendra, parce que Annen, elle attend là, et elle a plein de choses à raconter aussi. Je préfère l'entendre que moi de m'écouter moi-même. Mais vous savez que vous faites très bien le neurone avec toutes ces synapses. Annen aussi. Vous êtes responsable de la majeure data, j'espère que tout le monde comprend ça, ça jargonne un peu, la majeure data et IA de l'école d'ingénieurs ECE, qui est une grande école de l'ingénierie numérique. Et vos travaux de recherche actuels portent plutôt sur l'IA de confiance. On y reviendra tout à fait à la fin. Puis en plus, quand j'ai écouté le général, IA de confiance, on peut encore parler comme ça ? Voilà. Alors, ça a été évoqué par Serena juste avant. Évidemment, on parle tous de ChatGPT. D'ailleurs, qui c'est qui a utilisé ChatGPT dans la salle, là? Soit pour son travail, soit pour jouer. Ah, un petit peu. Vous avez fait des dessins avec DALL-E? Oui, il y en a. Ah, ça va. On est un peu connectés.
Mais effectivement, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Alors, on en parle beaucoup. D'ailleurs, chat, hein, voilà, chat. C'est pas chat, hein. C'est chat. Mais de fait, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'éducation, puisque nous sommes en train de parler en principe IA et éducation, ça fait un bout de temps qu'on utilisait ou qu'on parlait ou qu'on enseignait des choses sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Avant justement de parler un tout petit peu de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, vous avez parlé de l'éducation. Donc il faut qu'on définisse un tout petit peu ce spectre de l'éducation qui peut englober et l'enseignement scolaire, l'enseignement universitaire, les formations continues, la formation de la vie, l'apprentissage via des activités, tout ce qui est autour de l'éducation. Et là justement le sujet aujourd'hui, ça ne vise pas forcément l'enseignement, si j'ai bien compris, ça vise un tout petit peu le monde de l'éducation qui est assez large. J'ai voulu commencer un tout petit peu par définir un peu où est-ce qu'on va parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est aujourd'hui... tout le monde en parle, sachant que même dans le monde de l'éducation, c'est quelque chose qui existait depuis maintenant... depuis les années 60. Donc on parle de l'intelligence artificielle dans les outils d'apprentissage, dans tout ce qui est apprentissage adaptatif, dans tout ce qui est résolution de problèmes mathématiques avant. Mais aujourd'hui, avec justement l'arrivée de ChatGPT, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis novembre 2023, hein, donc c'est un des outils... 22, pardon. Donc cet outil qui, tout à l'heure, ça a été évoqué par ma collègue, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'IA génératif, et après on expliquera peut-être un peu plus de quoi il s'agit. Cet outil, il a vu en un mois, en 5 jours, 1 million d'utilisateurs, ce qui est énorme en termes de taux d'adoption. C'est lié à pas mal de facteurs, et c'est là justement où on a commencé à parler des agents, des robots, des chatbots, de l'IA générative d'une façon très, très générale. Je tiens à préciser aussi, voilà, il y a des statistiques qui sont sorties récemment par rapport au gain de productivité dans les entreprises. Si on compare 2022-2023, la productivité dans les entreprises a doublé, voire même dans les années futures, on estime qu'il y aura un gain énorme de productivité. Ça, c'est des statistiques qui sont faites, hein, donc c'est pas moi qui le dis. Donc aujourd'hui, on parle de l'IA dans l'éducation. Parce que les élèves, tout le monde, le grand public utilise aujourd'hui ChatGPT. Là, j'ai vu des mains levées quand on a posé la question. Maintenant, quels sont les risques? Quels sont les avantages? Moi, je dirais aussi qu'il faut voir ça comme on peut le voir sous 2 angles, en fait. On peut dire que, ah oui, ça peut être sous l'angle de remplacement. Il se peut que ces outils-là vont remplacer des profils, des enseignants, des éducateurs, surtout avec même, il y avait une polémique suite à la sortie de ChatGPT qui ont fait sortir une information comme quoi 3 millions d'emplois vont être supprimés suite à l'adoption de ChatGPT. Donc, est-ce qu'on est sous cet angle-là de remplacement qui fait penser à quels sont les risques, et là on en parlera plus tard, ou bien on est plutôt dans un angle un peu plus opportuniste, où on va dire, on va profiter de cette opportunité-là pour être accompagné, pour gagner en productivité, encore une fois, je le répète, et voire même adapter nos fonctionnements, nos stratégies, en utilisant et en adoptant, pareil, des outils basés sur l'IA. Hanan, j'ai une question toute bête. Vous avez vu
immédiatement dans votre école l'adoption de ChatGPT ou d'autres IA génératives, autrement dit, avec lesquelles il est facile de converser, à qui on peut poser des questions et qui vous répondent. J'ai bien aimé, aucun n'a prononcé le mot, quand il vous raconte n'importe quoi, d'hallucination, qui est un mot que j'adore. Enfin, donc peut-être que vous l'aimez pas du tout, dans le côté des neurosciences, mais on y reviendra. Alors, ils hallucinent, vos élèves, maintenant, là Je vais vous raconter, peut-être puisque vous parlez d'hallucination, je vais vous parler d'un petit exemple que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai un étudiant qui arrive et qui me dit « Madame, j'ai trouvé une idée originale, je veux être un étudiant entrepreneur », parce qu'on donne ce statut pour les étudiants qui ont des idées. Et c'est quoi l'idée qu'il me sorte ? Il me dit « Madame, j'ai fait un stage dans une entreprise et vu que j'ai trouvé que les gens là-bas ne sont pas très habitués à ChatGPT et à des outils justement qui aident sur tout ce qui est génératif, j'ai commencé à former. Donc au lieu de faire son stage, il était là pour former à l'usage. L'usage, c'est pas la compréhension de ce que c'est le modèle ChatGPT, mais c'est plutôt à l'usage de ChatGPT. Et ça fait un tout petit peu flipper parce que, encore une fois, l'exemple d'apprentissage, on a l'impression que les étudiants aujourd'hui, ou que les élèves, même les lycéens, optent plutôt vers le scénario comment je vais utiliser ChatGPT. C'est pas qu'est-ce que je dois apprendre, quelles sont les solutions aux problèmes auxquels je suis affrontée. Et là, on dérape un tout petit peu en termes d'acquisition de compétences. Je vais revenir vers vous, Annen, pour ce que vous appelez la personnalisation de l'apprentissage. Mais en fait, je pose une question à Yves, qu'on n'a pas préparé, Quand j'entends ce que dit Annen, en fait, est-ce qu'on ne choisit pas toujours les solutions les plus faciles? On dit évidemment qu'on n'a été pas programmé pour apprendre, c'est laid ce terme. Mais enfin, quand même, nous sommes une espèce curieuse et apprenante. Et puis là, on va aller vers la facilité. Mais docteur, c'est normal d'aller vers le plus facile. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est vrai, parce que le cerveau, il ne dit pas n'importe quoi. Il sélectionne, il hiérarchise, il combine, et il arrive à une réponse statistique, comme je viens de le dire, qui est relativement claire, elle est toujours probabiliste. Non. Alors, je pense que derrière ta question, Dominique, il y a cette idée de bien comparer les fonctions de l'intelligence artificielle par rapport au cerveau. L'intelligence artificielle, c'est banal de le dire, il y a deux qualités qui sont absolument extraordinaires que le cerveau n'a pas. 1, la mémoire, 2, le calcul. La mémoire est instantanée, elle est immédiate, elle est illimitée, et puis elle est très fiable. Le cerveau, c'est l'inverse. Je veux dire, on est plutôt lent. On a une mémoire qui est très limitée, et puis je parle pour moi, mais elle n'est pas fiable. Voilà. Et le calcul, c'est pareil. Les capacités de calcul de l'intelligence artificielle, des ordinateurs, c'est incroyable. En revanche, le cerveau a 3 qualités absolument spectaculaires. L'une qui est commune un peu avec l'intelligence artificielle, c'est le raisonnement. Alors c'est vrai, le raisonnement logique, et les ordinateurs l'ont, linéaire, déduction, induction, tout ça c'est bien. Mais nous, on a des capacités, le cerveau, à cause de cette malléabilité extraordinaire, ce cerveau qui bouge tout le temps, il peut spéculer, il sélectionne, il hiérarchise, il combine. Il a quelque chose dont on a parlé ce matin, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'on peut découvrir, les scientifiques, on peut innover, les ingénieurs, on peut inventer, les artistes. Et ça, c'est des nouveaux. Ça, il n'y a que le cerveau qui sait le faire. Deuxième qualité, vraiment tout à fait particulière au cerveau, c'est les émotions. Mon ordinateur s'en fiche complètement. Tandis que mon cerveau, il ne s'en fiche pas. Nous avons des émotions, et je vous le dis, vous le savez très bien, ou vous ne le savez pas, mais quand vous prenez une décision, ça se passe ici, 2 choses. Il y a d'un côté le raisonnement
en analysant les options, etc., pour bien le raisonnement logique, mais en même temps, on a la combinaison d'autres circuits de neurones qui apportent toutes les émotions. Et vous savez très bien, quand vous prenez une décision, c'est souvent très émotionnel. Bon. Donc ça, les émotions, c'est propre à l'homme. La question, c'est que dans le cerveau humain, moi, je connais à peu près les circuits de l'émotion. On les décrit, on les connaît, les routes, on les connaît. Et s'il suffirait de les plaquer sur l'ordinateur, on devrait pouvoir y arriver un jour. Et le troisième problème, c'est la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, il y en a trois. Il y a la conscience telle qu'on l'entend tous les jours, c'est-à-dire j'ai conscience que je suis devant vous, voilà, et vous avez conscience que je suis devant vous. C'est-à-dire c'est la faculté de se rapporter à soi, comme dit Daniel Dennett. Se rapporter à soi, c'est une bonne définition. Mais ça, c'est pas très intéressant. À la limite, un ordinateur pourrait l'avoir. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir une pensée sur sa pensée. Par exemple, je suis devant vous, j'ai conscience que je suis conscient que je suis devant vous. J'ai une pensée sur ce que je pense, sur ce que je ressens, sur ce que je fais. J'ai même une pensée que j'existe. J'ai une conscience d'exister. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Là, je pourrais être à la plage. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la métaconscience. Les philosophes appellent ça la conscience réflexive, souvent. Un mot, je crois qu'on a entendu. Puis il y a la dernière chose qui est la plus importante. On n'en a jamais parlé. Et c'est Catherine, encore une fois, qui m'a, dans nos discussions permanentes, qui m'a rappelé tout ça, tout à l'heure, l'inconscient. Je vous rappelle que ce cerveau travaille nuit et jour, il consomme 20 fois plus d'énergie que tous les organes du corps, en permanence. Mais on est conscient quelques minutes par jour, quelques heures peut-être pour les saints et pour les philosophes. Mais nous, c'est l'inconscient. Et là, on n'en a jamais parlé, j'arrête, mais on n'en a jamais parlé, c'est fondamental. Quel est le rôle de l'information digitale sur notre inconscient? Nous sommes en permanence dans un état d'inconscience, au sens philosophique du terme, et donc il est évident que les ordinateurs influent sur notre réflexion, sur notre conscience, par le biais de l'inconscient. Oh, ça fait du bien quand même d'écouter tout ça. Hein. On se sent plus intelligent, Yves. Ah bon? Vous ne me regardez pas comme ça? Ce que vous avez dit me fait penser à quelque chose de tout à fait différent, qui est la question de l'énergie. Vous avez dit que le cerveau, il consomme beaucoup d'énergie, mais on en consomme non. L'intelligence artificielle dépense beaucoup d'énergie. Mais l'intelligence artificielle, mais vous savez quelle est la consommation du cerveau? Mais c'est rien du tout. Une lampe. Mais oui, c'est ça. 40 watts. C'est ça que je voulais dire. Mon cerveau, 40 watts. C'est rien du tout par rapport à ce qu'est en train et ce que vont consommer tous les circuits d'intelligence artificielle. Ça risque d'être un des problèmes de demain. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Annen, des exemples précis d'apprentissage ou de l'utilisation vraiment utile dans le domaine de l'éducation et que vous connaissez bien? Avant de citer les exemples, peut-être je vais juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord. Juste pour... si j'arrive à bien résumer la différence fondamentale, en tout cas entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est surtout au niveau de leur nature et de leur fonctionnement. Donc comment ça fonctionne et comment ils sont faits. Ce que je peux rajouter, c'est surtout par rapport, en tout cas dans le monde de l'intelligence artificielle ou les systèmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle, l'idée c'est de stimuler cette perception, on va dire, détection de sémantique au niveau qu'on n'arrive pas justement à les avoir
avec des machines classiques. Donc vous avez parlé de l'exemple d'émotion tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il y a des travaux énormes, en tout cas dans la recherche à ce niveau-là, pour pouvoir détecter des émotions, des outils, des modèles basés sur l'IA pour pouvoir détecter des émotions pour divers objectifs, comme par exemple détection par exemple pour les psychologues. Vous voulez dire détection chez les hommes, mais l'ordinateur n'a pas en lui-même d'émotion. Non, chez les hommes. Ah oui, chez les hommes. Donc, c'est carrément un axe très étudié et très développé, en tout cas, en utilisant des modèles IA basés sur les réseaux de neurones, etc., pour pouvoir permettre cette perception. On ne va pas arriver jusqu'à l'intelligence humaine, bien évidemment. On a une forte, on va dire, une performance énorme au niveau de volumétrie de données, au niveau de calcul, de machines, mais bien évidemment, là, tout ce qui est perception, on n'en est pas là. Donc, je reviens à des exemples, puisqu'on va être dans le thème de l'éducation. Je vais partager avec vous, justement, quelques exemples de l'utilisation de l'IA, on va dire, qui peuvent transformer l'éducation. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a la possibilité, et c'est ce qui fait dans pas mal d'écoles, on a la possibilité d'utiliser des outils basés sur l'IA pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle l'apprentissage, la personnalisation de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on va adapter, on va fournir un apprentissage ou des parcours d'apprentissage basés sur des besoins définis, d'accord, et qui peuvent être, on va dire, adaptés selon l'évolution en termes de parcours d'apprentissage. Si j'ai besoin de plus on va dire, de compétences, si j'ai des lacunes, par exemple mathématiques, dans un parcours bien défini, eh ben, j'adapte la formation avec plus d'exercices, plus de formation à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation de l'apprentissage et qui est proposée par pas mal d'outils e-learning, d'outils d'apprentissage en ligne. C'est déjà en œuvre. Il y en a des entreprises, des produits qui adaptent justement l'apprentissage selon, bien évidemment, le parcours. Est-ce que ça signifie que, par exemple, ça serait plus facile dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences dures que dans des les soft skills, les choses plus sciences humaines, sciences sociales? Il y a des choses qui sont plus mesurables que d'autres. Tout à fait. Vous avez cité ce volet-là, le volet, par exemple, surtout sur tout ce qui est sciences humaines, langues et tout. Il y a des outils qui permettent ce qu'on appelle l'apprentissage ludique à travers des créations, on va dire, artistiques, par exemple, ou des créations de contenu adaptés à une thématique bien définie. Donc, encore une fois, ce sont des outils d'aide. Donc, c'est ça, on va dire, qui doivent être paramétrés, configurés à travers des retours de l'apprenant. Mais aussi des enseignants. Voilà, j'allais vous dire, vous parlez beaucoup de ceux qui vont en bénéficier en principe, les apprenants, mais les profs, ils ne sont pas un peu perdus? Il ne le faut pas. Je pense qu'il faut suivre, comme ça a été dit depuis tout à l'heure, il faut suivre. Aujourd'hui, on est face à une révolution technologique. Il faut adapter en termes de pédagogie, de l'innovation pédagogique, justement, il faut suivre. Il faut essayer d'accompagner et le staff académique, les enseignants, et les élèves. Et là, ce que vous dites, là, on peut se tourner vers les politiques pour savoir si on a les moyens de le faire. Les moyens n'étaient pas seulement des moyens financiers, mais des compétences, des réelles personnes pouvant enseigner les choses aux autres. Et on entend le gong sans arrêt. Vous croyez qu'il faut s'arrêter, là? Juste pour finir, et puis après je me retournerai vers Yves, vous dites que vous faites des recherches sur ce qu'il est convenu d'appeler l'IA de confiance. Ça veut dire quoi?
Alors, ça a été abordé tout à l'heure avec le général, quand on a parlé de l'IA responsable. En fait, l'IA responsable, c'est un des piliers. L'IA de confiance, elle est basée, selon la Convention européenne, elle est basée sur 8 piliers. Hein. Donc, parmi lesquels, c'est l'IA responsable qui fait que on doit, quand on utilise un modèle IA, on doit savoir ce qu'il fait. On doit le documenter. On doit assurer la transparence de ce modèle-là. Donc, il faut voir que l'IA, c'est une boîte noire, d'accord ? Donc, l'idée, quand on parle de l'IA de confiance, c'est d'expliquer cette boîte... L'explicabilité. Exactement. Et de la valider. Et la validation, derrière, il y a des critères à vérifier. Il doit y avoir encore de nouveaux algorithmes là-dedans. Oui. C'est plutôt extraire des règles pour expliquer le modèle IA qui est une boîte noire. Yves, si je dis le mot de la fin, là, ça ne va pas du tout, c'est très triste, mais toutes ces réflexions, tout ce qu'on a entendu depuis hier, ça vous inspire quoi ? Faut que je réfléchisse. Voilà. Ça m'inspire, c'est très inspirant, c'est vrai, cette réunion. Écoutez, moi je pense à une seule chose, c'est que si j'ai bien compris, les ordinateurs ont été inventés il y a 70 ans. Homo sapiens, le cerveau, puisque je vous ai compris que c'est la seule chose qui est importante, le cerveau d'Homo sapiens a été inventé il y a 7 millions d'années. Donc on a le temps, hein. L'intelligence artificielle a le temps de rattraper le cerveau. Et je pense que c'est possible. On parlait de la conscience, par exemple. Si j'admets que la métaconscience, c'est-à-dire l'éthique dont on a parlé ce matin, l'éthique, la morale, donc, l'éthique surtout, c'est la métaconscience, c'est d'avoir une pensée sur ce qu'on pense. Mais si on comprend comment fonctionne une pensée, eh ben, on devrait comprendre comment fonctionne une pensée de pensée. Donc la métaconscience. Donc on peut très bien imaginer, évidemment, pas dans 150 ans peut-être, mais dans 1000 ans, en tout cas, je ne sais pas quand, qu'un jour on ait des machines qui aient une métaconscience et qui aient de l'éthique et qui se comportent mieux que nous, qui soient éventuellement méchants, mais qui puissent aussi être très gentils. Bon, à dans 1000 ans. Merci.